Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour notre vidéo ici, nous allons voir comment on résout un problème d'optimisation grâce à l'algorithme primal de simplex sans matrice identité. Sans plus tarder, passons à l'exercice vu en cours. Voici l'exercice. Tous les détails dont nous aurons besoin s'y trouvent. L'exercice dit ceci. L'entreprise côté K vend 4 types de produits. Les ressources nécessaires pour produire une unité de chaque produit et les prix de vente pour chaque produit sont donnés dans le tableau ci-dessous. Pour le moment, l'entreprise dispose de 4600 unités de matières premières et de 5000 heures de travail. Pour satisfaire les demandes des clients, l'entreprise doit produire 950 unités de produits dans n'importe quelle combinaison, pourvu que l'entreprise produise au moins 450 unités de produits de type 4. Alors voici le tableau où est repris tous les éléments dont on a besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Cherchons la solution optimale. Commençons à nommer nos variables. Nous reprenons le tableau parce que c'est dans ce dernier que se trouve ce dont on a besoin. La chose à faire pour résoudre notre problème, c'est chercher à le modéliser. Modéliser ce problème signifie le rendre sous forme d'équation. On cherche premièrement notre fonction objectif. Notre fonction objectif est une fonction où on cherche à maximiser notre profit. On trouve notre profit grâce au prix de vente. Voici à quoi ressemble notre fonction. Regardez bien, les coefficients de chaque x sont pris dans la partie du tableau prix de vente. Après avoir déterminé notre fonction objectif, cherchons les sous-contraintes. Toujours en se référant à notre tableau, on voit que type 1 correspond à x1, type 2 correspond à x2, ainsi de suite. Les valeurs dans ce tableau représentent leurs coefficients tout simplement. On a notre équation et la question que nous nous posons est bien sûr, pourquoi cette équation est inférieure ou égale à 4600? Rappelez-vous au début quand on lisait notre exercice, nous avons lu que l'entreprise dispose de 4600 unités de matières premières. Lorsque l'entreprise produira, elle va soit utiliser moins de 4600, soit tous les 4600, d'où le inférieur ou égal. Pour notre deuxième sous-contrainte, c'est le même raisonnement. L'entreprise dispose de 5000 heures de travail. Les employés peuvent soit consommer moins de 5000 heures, soit toutes les 5000 heures. Pour nos autres sous-contraintes, revoyons d'abord l'énoncé de l'exercice. Pour satisfaire les demandes des clients, l'entreprise doit produire 950 unités de produits dans n'importe quelle combinaison. On écrira donc ceci. À ce niveau, nous avons l'application égale parce que l'entreprise veut produire un montant exact qui est 950. Pour notre dernière sous-contrainte, qui est pourvu que l'entreprise produise au moins 450 unités de produits de type 4, ça veut dire quoi? X4 doit être supérieur ou égal à 450. Ensuite, nous pouvons ajouter la contrainte de non-négativité. Maintenant qu'on a notre fonction objectif et nos sous-contraintes, on constate que pour résoudre ce problème, on doit utiliser l'algorithme primal de simplex sans matrice identité explicite. Mais pourquoi? Parce que dans nos sous-contraintes, on remarque des inégalités inférieures ou égales, une égalité et une inégalité supérieure ou égale. L'algorithme primal des simplex sans matrice identité explicite nous dit d'ajouter des variables avant de passer au tableau qui suivront. Nous ajoutons y1, notre variable d'écart positif pour la première sous-contrainte parce qu'il y a inférieur ou égal. Ainsi, notre inégalité devient une égalité. Même procédure pour la deuxième sous-contrainte. Mais comme on a déjà y1, notre deuxième variable d'écart positif va s'appeler y2. À notre troisième sous-contrainte, nous ajoutons Z1 qui est une variable d'écart artificiel. On ajoute Z1 ici, pourquoi? Parce que là, on voit qu'il y a égal. Et cette variable d'écart artificiel nous aidera pour ce qui suivra. Regardez bien notre quatrième sous-contrainte. Comme il y avait supérieur ou égal, nous avons ajouté deux variables. Une variable -w qui est une variable d'écart négatif et Z2 comme on avait déjà Z1 avant. Z2 qui est une variable d'écart artificielle. Ceci étant fait, maintenant on peut passer au tableau.
Le tableau pour l'algorithme primal de simplex sans matrice identité explicite se présente comme suit. Au-dessus, nous mettrons les x et notre variable de non-négativité w, hein, et à la fin, b qui est nos ressources. À gauche, on va mettre les y et les z. Juste en dessous, on va mettre d qui est le coefficient de la fonction objectif et c coefficient de la fonction d qui est le coefficient de la fonction objectif artificielle et c coefficient de la fonction objectif. Remarquons une chose, dans la ligne de C, on a repris les coefficients de notre fonction objectif multipliés par -1. Pourquoi on multiplie par -1? C'est parce que nous sommes dans un problème de maximisation. Pour le reste du tableau, vous verrez qu'on a repris le coefficient de chacune de nos sous-contraintes. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? La ligne de notre D est vide, on va chercher à la remplir. Comment on le fait? On va simplement additionner les valeurs de Z1 et Z2, le tout multiplié par -1. N'hésitez pas à mettre pause et à faire le calcul vous-même, vous retiendrez plus facilement. Le tableau étant rempli, cherchons la colonne pivot. La colonne pivot est la colonne où on trouve dans la ligne de D l'élément négatif le plus petit. Dans notre cas, c'est -2. Maintenant, cherchons la ligne pivot. On a cette formule pour trouver la ligne pivot. Ça signifie quoi concrètement? On va prendre chaque élément dans nos ressources, les diviser par l'élément de la colonne pivot qui est dans la même ligne que lui. La ligne où on trouve la plus petite valeur sera notre ligne pivot. N'hésitez pas à mettre pause durant la vidéo et à faire le calcul par vous-même. À ce niveau, suivez attentivement. En bas de la diapo, vous pouvez voir les formules utilisées. Moi, je vais vous dire ce qu'on a fait concrètement. Une fois la colonne et la ligne pivot trouvées, l'intersection des deux nous donne l'élément pivot. On passe à un nouveau tableau. Dans ce nouveau tableau, on voit que x4 a changé de place avec z2. Ça, on le fait nous-mêmes. Pour les valeurs qui sont dans la ligne de x4, on les reprend telles quelles, divisées par l'élément pivot, qui est 1 ici. C'est pour cela que ça ne va pas changer. Par contre, les éléments qui sont dans la colonne Z2, on les divise par l'élément pivot. Ensuite, on les multiplie tous par -1. Et tout ça sauf l'élément pivot. Parce que vous allez constater qu'il y aura des valeurs qui vont changer, mais l'élément pivot, lui, ne change pas. Donc, regardez très bien ici parce que c'est vraiment à cet endroit où les gens se perdent. Le tableau doit être complété. Cherchons les nouveaux éléments manquants dans le tableau. Vous voyez, il y a la formule en dessous. Ça signifie quoi cette formule? Pour trouver notre nouvel élément AIJ, on va prendre l'ancien élément AIJ moins l'élément de sa colonne qui se trouve sur la colonne pivot multiplié par l'élément de sa colonne qui se trouve sur la ligne pivot. Le tout divisé par l'élément pivot. Donc, on a donc 2 moins 7 multiplié par 0, le tout divisé par 1. Ça nous donne 2. On complète le tableau par le nouvel élément. On continue de compléter le tableau. La même procédure qu'on applique. Donc, on aura 3 moins 7 multiplié par 0, le tout divisé par 1, qui nous donne 3. On complète le tableau par le nouvel élément. On refait toujours la même chose et on complète le tableau. Toujours la même gymnastique et on complète le tableau. Voici ce que ça donne si vous voulez compléter le tableau par vous-même. N'hésitez pas à le faire et ça va vous aider à obtenir. Nous avons notre tableau 2 avec en dessous une solution acceptable. Mais dans notre D, il y a toujours des valeurs négatives. Ça signifie qu'on peut encore chercher une solution optimale. Donc, on reprend la même procédure. La même procédure qu'on a utilisée avant. On cherche la colonne pivot et ensuite la ligne pivot. Pour la colonne pivot, c'est l'élément négatif le plus petit dans la ligne de D. Le plus petit élément, c'est -1. On remarque que -1 est repris plusieurs fois. Donc, le choix de notre colonne pivot sera arbitraire. On va faire
comme dans le cours, on va choisir cette colonne pivot. Pour la ligne pivot, comme vous le savez, on va prendre chaque élément dans nos ressources, les diviser par l'élément de la colonne pivot, qui est dans la même ligne que lui. La ligne où on trouve la plus petite valeur sera notre ligne pivot. Attention, ne tombez pas dans le piège. 450 divisé par 0 n'existe pas. Voici notre ligne pivot. Encore une fois, comme on a déterminé la colonne pivot et la ligne pivot, l'intersection entre les deux nous donne l'élément pivot. Après ça, on passe à un nouveau tableau. Les mêmes choses se répètent. X1 va prendre la place de Z1 et vice versa. Pour les valeurs qui sont dans la ligne de X1, on les reprend telles quelles, divisées par l'élément pivot qui est 1 ici. Donc ça va pas changer. Par contre, les éléments qui sont dans la colonne Z1, on les divise par l'élément pivot. Ensuite, on les multiplie par -1. Donc les éléments de la colonne vont tous changer, tout sauf l'élément pivot. Le tableau doit être complété, cherchant les nouveaux éléments manquants dans le tableau. La formule ci-dessous veut tout simplement dire, pour trouver notre nouvel élément AJ, on va prendre l'ancien élément AIJ, l'élément de sa ligne qui se trouve sur la colonne pivot, multiplié par l'élément de sa colonne qui se trouve sur la ligne pivot, le tout divisé par l'élément pivot. Vérifier les valeurs trouvées, ça aidera à retenir. Notre tableau est complété. Regardons les coefficients de la fonction objectif artificielle. Les valeurs ne sont plus négatives. Ça signifie qu'on peut supprimer cette ligne. En même temps, nous supprimons les colonnes où il y a les valeurs 1 dans notre coefficient de la fonction objectif artificielle. C'est donc ces colonnes. Notre tableau devient donc comme ceci. On n'a plus notre D, mais on va se concentrer sur notre C. Et il y a encore des valeurs négatives dans notre C, donc on recommence à chercher notre colonne pivot, ensuite notre ligne pivot. Comme on n'a plus D, le coefficient de la fonction objectif artificielle, le choix de notre colonne pivot va se faire de manière arbitraire. On va suivre encore la procédure vue en cours. La colonne pivot ainsi choisie, on cherche la ligne pivot. Nous savons très bien comment on le fait. On va prendre chaque élément dans nos ressources, les diviser par l'élément de la colonne pivot qui est dans la même ligne que lui. La ligne où on trouve la plus petite valeur sera notre ligne pivot. Comme la colonne pivot et la ligne pivot sont trouvées, l'intersection entre les deux nous donne l'élément pivot. On va recourir à un nouveau tableau. X2 va prendre la place de Y1. Pour les valeurs qui sont dans la ligne de X2, on les reprend telles quelles, divisé par l'élément pivot qui est 1 ici. Par contre, les éléments qui sont dans la colonne Y1, on les divise par l'élément pivot, ensuite on les multiplie par -1, sauf l'élément pivot. Ensuite, complétons le tableau. Voilà, notre tableau est complété. Nous avons plus de valeurs négatives dans C. Nous avons donc trouvé notre solution optimale. Et comment l'interpréter? Le producteur maximise son profit de 6500 s'il produit 50 produits de type 1, 450 produits de type 2, 0 produits de type 3 et 450 produits de type 4. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ça a pu vous aider d'une quelconque manière. Et surtout, préparez-vous bien pour l'interrogation de ce jeudi.